Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Gilbert Doctorow, historien et analyste des affaires internationales, pour discuter de l'impact de la guerre en Iran sur la Russie. Merci d'être revenu dans l'émission. C'est un plaisir. Il y a beaucoup de discussions sur la manière dont la guerre en Iran affecte la Russie. Certains disent que c'est une opportunité pour elle, avec les systèmes de défense aérienne et l'armement détourné ailleurs et la tension internationale qui se déplace. D'autres évoquent les prix de l'énergie. Ceux qui sont plus critiques, estimant que ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie, insistent sur l'instabilité et sur la possibilité que l'Iran soit mis hors jeu. Mais si l'on adopte un autre point de vue, celui de la manière dont les Russes perçoivent les États-Unis en tant que négociateurs et leur vision de la guerre d'usure et d'agression, certains pourraient penser qu'ils auraient peut-être dû rétablir leur propre dissuasion, eux aussi. Comment évaluez-vous la façon dont la guerre en Iran façonne le discours à l'intérieur de la Russie? Je suis tout à fait d'accord avec ce deuxième ensemble d'impacts que vous avez décrit. Autrement dit, il ne s'agit pas de savoir si les Russes vont tirer profit de la hausse des prix du pétrole ou si les Européens viendront supplier pour obtenir du gaz. Ce sont des détails insignifiants. Le véritable enjeu, c'est le changement de psychologie parmi les élites à Moscou. Ils sont complètement sous le choc. Ce qu'ils ont vu, c'était un scénario de catastrophe pour la Russie elle-même. Et cela a délié les langues. Il y a eu un grand débat, très controversé, dans la communauté des commentateurs au sens large, autour de M. Poutine, présenté comme le seul adulte dans la pièce. M. Poutine, l'homme qui nous sauve la mise parce qu'il ne réagit pas violemment aux provocations, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens parmi mes pairs qui considèrent M. Poutine comme un don de Dieu à l'humanité. Je n'en fais pas partie. C'est une situation qui s'est développée au fil du temps. J'ai pris des mesures pendant 4 ans et j'en suis arrivé à des conclusions. Mais le fait que j'ai tiré des conclusions n'est pas pertinent. Que les Russes en aient tiré, cela en revanche est très pertinent. Vous savez, j'ai travaillé pour une grande entreprise appelée ITT dans les années 1980. Nous avions des usines partout en Europe et mon rôle en tant que directeur national était de rencontrer leurs responsables export et le personnel technique dans les usines de ces différents sites et de discuter de notre stratégie sur les marchés dont j'étais responsable, qui étaient, à cette époque, la Yougoslavie et la Pologne. Je me rendais en Suède plusieurs fois par an. Ils vendaient du matériel radio très intéressant, de très haute technologie, à la Yougoslavie. J'étais simplement l'un des gars. Nous déjeunions ensemble à la cafétéria, pas dans les salles de direction, et nous discutions. Tout allait bien, ils étaient heureux de leur vie, heureux de leur pays, et ainsi de suite. Puis Olof Palme a été assassiné. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces types qui pensaient que tout allait bien dans leur pays ont dit « Ils ont enfin eu ce salaud ». Voilà ce qu'est le conformisme. Et c'est exactement le changement qui vient de se produire en Russie, comme si on allumait ou éteignait la lumière. Les personnes qui doutaient de la sagesse de l'approche, aller lentement, négocier un règlement, maintenir les Américains séparés des Européens, c'est-à-dire de toutes les caractéristiques de la politique de M. Poutine, ont maintenant reçu un choc électrique, car elles ont vu où tout cela menait. Elles ont vu à travers ce que Trump a fait à l'Iran, ce que Trump peut tout aussi facilement faire à la Russie. Vous savez, nous avons tous commenté la tentative d'assassinat contre Poutine il y a 1 mois ou 2 à sa résidence de Valdai. Tous les drones entrants ont été abattus. Tout le monde était content. Et on a pris la chose à la légère. Certains l'ont prise à la légère. Mais je pense que lorsque les Russes ont vu ce qui était arrivé à l'ayatollah,
les esprits sérieux ont cessé d'en plaisanter. M. Poutine n'est pas toujours à Valdai, entouré de la meilleure défense aérienne du monde, ni toujours au Kremlin. Donc si les Américains veulent mener une frappe de décapitation contre la Russie, avec Poutine et tous ses amis, ils en ont les moyens. Et cela a fait son effet. Les Russes ont été très effrayés et se sont demandé « Mais qu'est-ce que M. Poutine est en train de faire ?» Lorsqu'ils ont vu comment en 3 jours, Trump avait pratiquement anéanti la haute direction militaire et civile, les défenses aériennes, ainsi qu'une grande partie des infrastructures critiques, des ports, des installations, et ainsi de suite. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, bon sang? Pourquoi Poutine ne fait-il pas cela à Kiev, à Lviv, à Dnipro et à toutes les autres villes où se trouvent les centres de commandement, de contrôle et de décision, que Poutine, dès le début de l'opération spéciale, avait déclaré viser si les lignes rouges étaient franchies. Ces lignes rouges ont été franchies et même largement dépassées. Toi et moi avons discuté des 3 composantes de la dissuasion, dont la moins importante est probablement le matériel militaire, et la plus importante, la volonté et la détermination de montrer clairement à l'adversaire que tu es prêt à t'en servir. C'est ce qui a manqué. À titre d'exemple, lors de l'émission du soir de Vladimir Soloviev, il y a 2 nuits, le sujet a été abordé pendant le débat. Le panel était complètement opposé à tout ce qu'avaient été les politiques de Poutine. Tout a été dit, sauf que le nom de Poutine n'a pas été mentionné. Mais tout le monde avait compris, toute personne sensée avait compris, de qui il était question. Et il disait, mon Dieu, comment pouvons-nous mener des négociations avec Witkovitz alors que des avions espions américains se trouvent sur la côte de la mer Noire, sur la côte de la mer de Barents, et tout le long de nos frontières? Et nous savons à quoi ils servent. À préparer une frappe préventive, exactement comme les États-Unis l'ont fait contre l'Iran. Pourquoi ne les abattons-nous pas? Bon sang, nous avons abattu l'U-2. Gary Powers a été capturé. Pourquoi ne pas abattre cela? Je sais que vous allez objecter qu'il se trouve dans les eaux internationales. Et alors? Alors, s'ils sont à 1 kilomètre de la frontière, et alors, qui pourra affirmer qu'ils n'ont pas franchi le territoire russe? Personne. Et que vont faire les États-Unis à ce sujet? Rien. Absolument rien. Donc, pendant que les Russes sont furieux, que fait leur gouvernement pour les protéger? Et je pense, les lèvres se sont un peu déliées, je n'ai jamais entendu une émission comme celle d'il y a 2 jours, et je n'en entendrai probablement pas une semblable avant un moment. Parce que le lendemain, le même Solovyov a commencé par un monologue de 20 minutes sur le fait que notre président travaille sans relâche pour la nation. Il reste debout jusqu'à 3 heures du matin à accomplir les tâches de l'État. C'est un moine, c'est un saint. Je ne vais pas continuer, vous voyez l'idée. Il a fait référence au flagorneur en chef, le journaliste Zarubin, qui anime une émission intitulée Kremlin, Moscou, Kremlin, Poutine, diffusée depuis peut-être 5 ans et représentant l'exercice le plus méprisable d'un culte de la personnalité. Et là, Solovyov s'est soudain mis à le louer. Oh, notre merveilleux journaliste. Bien sûr, Zarubin est le protégé à la fois de Kiselev et de Solovyov. Et l'émission est affreuse. Elle entraîne la Russie dans une direction totalement erronée. Quoi qu'il en soit, tout cela est sorti la veille, des critiques, alors qu'hier encore, il léchait les orteils de Poutine. Alors que se passe-t-il? Que se passait-il dans et autour du Kremlin? Et nous avons eu le premier avertissement. Toi et moi en avions parlé, je crois, en novembre ou en décembre, lorsque Sergei Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, affichait un air très discret lors d'une interview. Il avait déclaré que l'esprit d'Anchorage s'était épuisé, que de nouvelles négociations n'étaient pas utiles et que la guerre se déciderait sur le champ de bataille.
il a été immédiatement réprimandé. Je ne pense pas que ce soit Peskov qui ait fait des remarques, mais un peu plus tard, Lavrov, son supérieur et ministre, a formulé quelques critiques. Eh bien, le temps passe et les mentalités évoluent. Comme tu le sais, ces dernières semaines, Lavrov lui-même s'est montré farouchement critique à l'égard de nouvelles négociations. Il y a donc une guerre en cours. J'ai bon espoir que M. Poutine relèvera le défi en homme politique avisé, qu'il écoutera les meilleurs conseils de ses collègues et qu'il ne persistera pas dans une politique qui conduit la Russie à sa perte. Maintenant, pourquoi devrions-nous, vous et moi, nous soucier du fait que la Russie se dirige vers sa perte? Parce que ce serait aussi la nôtre. Si la Russie ne parvient pas à exercer sa dissuasion, eh bien, d'une manière ou d'une autre, M. Poutine ne restera pas éternellement au pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre, qu'il parte les pieds devant ou qu'il s'en aille de son plein gré, quelqu'un d'autre prendra la relève et tentera de rattraper tout cela. Encore une fois, rien que la semaine dernière, j'ai entendu dans cette même émission des propos que je n'aurais jamais imaginé entendre à propos de Gorbatchev. Ils ont dit ouvertement qu'il était un traître. Pas qu'il s'était trompé, un traître. Et un traître parce qu'il avait retiré les troupes russes d'Allemagne et d'Europe centrale sans obtenir de concessions en retour, sans exiger la dissolution de... Eh bien, il a dissous le pacte de Varsovie et il aurait dû demander la dissolution de l'OTAN. Il ne l'a pas fait. Je n'avais jamais entendu Gorbatchev être qualifié de traître à la télévision d'État auparavant, mais il l'a été la semaine dernière. C'est le sort que M. Poutine connaîtra dans X jours, semaines ou mois. Lorsque si cela doit arriver, il écoutera la raison et les meilleurs conseils de son équipe professionnelle sérieuse. Oui. Eh bien, il est difficile de nier cependant que l'effet dissuasif, bien sûr, nous en avons déjà parlé, s'est clairement affaibli. Si l'on repense à la guerre froide, il aurait été totalement impensable que les Américains ou les Soviétiques s'attaquent directement. Il y avait toujours des guerres par procuration, enfin, au moins semi par procuration. Vous savez, les Soviétiques ont aidé les Vietnamiens et les Américains ont, je suppose, joué un rôle bien plus important en Afghanistan contre les Soviétiques. Mais il existait certaines règles établies. Où se situe la frontière entre une guerre par procuration et une guerre directe? J'ai eu une conversation avec John Mearsheimer et il a en quelque sorte fait remarquer « Glenn, pourquoi appelles-tu cela une guerre par procuration? Nous avons franchi cette limite depuis longtemps. C'est une guerre directe maintenant. » Et j'ai simplement le sentiment que plus une guerre dure, plus elle est de la guerre par une procuration à ting. Comme nous nous en souvenons depuis le début, l'envoi des Abrams posait un certain problème. Nous ne pouvions pas vraiment le faire. Les HIMARS n'étaient pas satisfaisants. Les F-16, comme l'a dit Biden, eh bien c'est la Troisième Guerre mondiale. Et puis, vous savez, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, on voit des frappes à longue portée en Russie, des contractants américains qui appuient sur la gâchette, envoyant des missiles américains sur des cibles à l'intérieur de la Russie, choisis par le renseignement américain, comme vous l'avez dit, avec des drones américains survolant la côte de la mer Noire pour identifier ces cibles. Et vous savez, tout récemment, il y a eu la conférence de sécurité de Munich et j'ai vu le chancelier allemand assis là, se vantant du fait que nous, dans l'histoire du monde, avons infligé à la Russie des coups et des pertes incalculables. La première ministre danoise, elle, affirmait que nous devions abolir toutes les lignes rouges et commencer à frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie. C'est une rhétorique de guerre. Et vous savez, il se justifie avec ses arguments moraux, du genre, eh bien c'est justifié à cause de ceci ou de cela. Mais dans le monde réel, ce qu'ils font, c'est essentiellement éroder encore davantage la dissuasion de la Russie. On peut non seulement les attaquer ouvertement,
mais en plus leur enfoncer le clou, en disant qu'il faut frapper encore plus fort. Et cette idée selon laquelle la retenue de la Russie a enhardi l'Occident, ce n'est pas vraiment de la propagande russe. On peut consulter nos propres médias et ils diront « Eh bien, pourquoi ne pas envoyer plus d'armes ?» Les Russes avaient beaucoup de lignes rouges, ils ne font jamais rien de toute façon. Ainsi, la retenue est clairement interprétée comme une faiblesse. Et c'est très mauvais pour notre camp aussi, car à un moment donné, les Russes devront faire ce que les Iraniens ont fait. Les gens étaient tellement surpris, spinning for. Pourquoi frappe-t-il toutes les bases américaines? Eh bien, on ne peut pas simplement laisser les Américains les bombarder tous les 6 mois. S'ils ne réussissent pas à provoquer un changement de régime, ils mettent simplement l'affaire en pause, font une pause, puis reviennent 6 mois plus tard pour une nouvelle tentative. Je veux dire, si vous accordez à l'adversaire un tel contrôle sur l'escalade, quand commencer une guerre, quelles cibles sont acceptables? Quand se retirer, quand terminer la guerre et quand y retourner, vous finirez par périr. Et je pense que c'est une leçon dangereuse que les Russes sont en train d'apprendre, et c'est dangereux pour nous. Il est temps pour eux de retrouver leur pouvoir de dissuasion. L'ironie, à mon avis, c'est qu'au sein de l'OTAN, ils continuent de rêver à construire une opposition à Poutine. Mais l'opposition, ceux qui soutiennent, et ils le disent depuis 20 ans, qu'il est peut-être trop modéré, trop libéral, qu'il nourrit trop d'optimisme quant à la possibilité de s'intégrer à l'Occident, surtout depuis 2014. Pourquoi ne se prépare-t-il pas davantage à la guerre? L'OTAN ne cherche pas un règlement, elle cherche à renforcer l'armée ukrainienne. C'est ce que disaient ces généraux, et ce que disaient aussi des commentateurs militaires très influents. Cela semble tout simplement imprudent, mais je ne vois aucune critique à ce sujet. S'il y avait la moindre critique à ce propos sur les incitations créées en Russie, elle serait censurée en Occident comme un discours pro-russe. Et c'est précisément cela qui devrait nous terrifier. Le fait que la Russie considère que sa capacité de dissuasion a été gaspillée, affaiblie au point d'être inefficace, et qu'elle en fasse désormais une question presque existentielle, montre qu'il est temps pour elle de la reconstruire. Et bien sûr, il y a les attaques contre l'Iran. Je veux dire, pourquoi les États-Unis ou l'OTAN ne mèneraient-ils pas une frappe de décapitation contre la Russie? Ils pourraient très bien ne rien faire. C'est vraiment étrange, ou plutôt absurde, que nous en soyons arrivés là. Mais comment voyez-vous les Russes tenter maintenant de réaffirmer leur capacité de dissuasion? Parce que je remarque que leur rhétorique change clairement. De plus en plus, elle commence à ressembler à celle de Dmitri Medvedev, qui prône désormais une approche très dure envers l'Occident. C'était une critique dévastatrice de la politique étrangère et militaire de Poutine. C'est passé à la télévision d'État russe. Mon entretien d'hier avec le juge Napolitano, au cours duquel nous avons abordé bon nombre de ces questions, a été traduit en russe 2 heures plus tard. Il était sur YouTube. Cela ne se produit pas tout seul. La Russie surveille de très près ses médias. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, M. Saviov a dû ravaler ses paroles, ce qui est le signe, malheureusement, comme un lecteur me l'a écrit, qu'il n'écoute pas et n'est pas prêt à faire des compromis ni à changer de cap. Les gens pensent « Oh, la Russie a une verticale du pouvoir ». Attendez une minute. Qu'est-il arrivé à M. Gorbatchev? Il a été arrêté. Il aurait pu connaître un sort assez misérable si ce n'avait été pour les patriotes à Moscou qui ont tenu tête au char et inversé la destitution du président. Pourquoi ne pensons-nous pas qu'une chose pareille soit possible aujourd'hui? Non pas par des salauds, mais par de vrais patriotes qui écartent un homme tout simplement plus à la hauteur de sa tâche. Maintenant, je ne donne de recommandations à personne. Mais ignorer cela serait un manquement à notre devoir, en tant qu'analyste,
en tant que personnes qui comprennent le fonctionnement de la Russie. Et quelque part dans cette discussion, j'ai omis de mentionner Alexandre Douguine. Je n'ai jamais été un grand admirateur de Douguine. Je ne pense pas que ce soit un philosophe de très grande qualité, mais ce n'est que mon opinion personnelle. Beaucoup de gens ont une très haute opinion de M. Douguine. On a dit à une époque qu'il était un proche conseiller du président Poutine, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de personnes ont été qualifiées de conseillers proches. Douguine est connu du grand public occidental à cause de la tragédie de sa fille, assassinée il y a 4 ans, dans ce qui était probablement une tentative de le tuer, mais qui l'a tuée elle. C'était une journaliste militante, une patriote russe et une farouche critique de l'Ukraine. C'est un détail. L'essentiel, c'est que tout le monde sait qui est Douguine depuis cet événement, et depuis, il est intouchable en Russie. Peut-être que M. Poutine peut faire taire Solovyov, mais il ne peut certainement pas faire taire Douguine. Et Douguine a publié un essai il y a quelques jours dans lequel il disait à peu près la même chose. C'est ce que j'ai entendu chez Solovyov, une critique dévastatrice de tout ce que Poutine fait avec cette guerre. La seule chose, c'est qu'il n'a pas nommé Poutine explicitement, mais tout le monde sait de qui il parlait. Donc il se passe quelque chose, et je ne crois pas que Poutine puisse rester au pouvoir s'il continue à être obstiné et ne fait pas ce qu'il faut pour que la Russie survive. Cela soulève la question de la manière dont ils perçoivent la diplomatie, car ce que la semaine dernière a démontré, c'est qu'il n'y a plus de règles. Toutes les règles ont volé en éclats. Et avec l'Iran, cela aurait dû être évident depuis longtemps. Mais, vous savez, l'enlèvement de Maduro a également provoqué une onde de choc. Ce n'est pas normal d'aller kidnapper des présidents. Et avec les Iraniens, le fait est que, d'abord, ce sont les Américains qui se sont retirés du JCPOA, l'accord sur le nucléaire. Puis il y a eu la première attaque surprise en juin, et maintenant une deuxième attaque surprise. Et il est certain que les Russes doivent voir certains parallèles, car en 2014, les gouvernements européens négociaient un gouvernement d'unité en Ukraine, censé s'éloigner de Yanukovych et rassembler l'opposition pour trouver un compromis. Et encore une fois, cela a été renversé. Ensuite, il y a eu Minsk, dont on a simplement profité. Comme l'a dit Angela Merkel, c'était une occasion de gagner du temps pour construire une armée ukrainienne. Il y a eu Istanbul, avec le sabotage qui s'y est produit. Et bien sûr, nous voyons maintenant des déclarations très franches de nombreux dirigeants occidentaux sur une guerre longue. Et même aujourd'hui, j'ai l'impression que les États-Unis ne cherchent plus vraiment à mettre fin à la guerre. Je pense qu'ils veulent simplement transférer la propriété aux Européens, surtout les coups et aussi les drones. Souviens-toi, lors des premières attaques, ceux qui avaient été introduits clandestinement en Russie ont été utilisés pour viser sa dissuasion nucléaire. Puis la même chose est arrivée aux Iraniens lors de la première attaque surprise contre eux. À un certain moment cependant, si je conseillais le gouvernement russe, je commencerais à être très sceptique quant à l'authenticité de tout cela, ou à savoir s'il s'agit d'une diplomatie de bonne foi. Cela ne donne plus cette impression. Et surtout, maintenant, ils s'engagent avec d'autres régions du monde. On dirait qu'il n'y a aucune diplomatie. Personne ne semble disposé à faire des concessions. Il devait y avoir un accord, comme vous l'avez dit, conclu en Alaska, mais tout cet esprit a été abandonné. Ils sont revenus d'Alaska en disant « Bon, d'accord, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Nous allons plutôt traiter les problèmes de fond. » Et puis, une semaine plus tard, presque juste après avoir rencontré les Européens, on reparle à nouveau d'un cessez-le-feu. Vous savez, je fais tellement d'allers-retours que je m'y perds. Mais selon vous,
Quel est aujourd'hui l'appétit pour la diplomatie, maintenant que tout se joue à Moscou, face, je suppose, à une opposition farouche? Eh bien, je pense que la diplomatie est désormais empoisonnée pour tout Russe raisonnable, objectif et patriote. Et si M. Poutine persiste dans cette voie, je ne vois pas comment il pourra maintenir l'unité. Il est tellement évident que les Américains sont duplicités, totalement indignes de confiance. Et le problème avec l'escapade de Maduro, c'est qu'elle a nourri l'hubris latent de Pete Hegseth, des gardes du Pentagone et du soi-disant sénateur d'État Marco Rubio. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient tout faire désormais, qu'ils pouvaient changer la réalité. Et cela a marqué un tournant très dangereux dans la politique étrangère américaine. Mr. Trump suivra le mouvement lorsque celui-ci semblera aller dans une direction qui lui plaît. Ainsi, il a cessé d'être un président de la paix et n'a aucun problème à être un président de la guerre. Maintenant, en Russie, l'impact de cela a été dévastateur. Mais nous avons également parlé d'une autre dimension, la Chine. La Chine est absente. L'équipement chinois était censé sauver la mise des Iraniens. Qu'est-il devenu? Mes collègues experts militaires parlaient tous avec enthousiasme de l'aide chinoise à l'Iran juste la semaine précédant l'attaque. Oh, les Américains se font malmener. Absolument n'importe quoi. Le premier jour, l'Amérique a établi un contrôle aérien total sur l'Iran. Donc, soit il y a un problème avec le matériel chinois, il ne fonctionne pas du tout, soit quelque chose manquait dans ce qu'ils ont fourni, ou Dieu sait quoi. Mais je pense que la vision qu'avaient les Russes des Chinois comme alliés importants dans leur confrontation avec l'Amérique est partie en fumée après les frappes américaines sur l'Iran. C'est un changement majeur. Oh, Poutine comptait sur un certain soutien des chiites. Oubliez ça, c'est du passé. Ce que M. Trump a fait dans son attaque contre l'Iran a tout bouleversé dans la perception des Russes et de leur appareil de politique étrangère. Eh bien, cela finira par se voir. Pas aujourd'hui ni demain, mais à court terme, cela se verra. Et je pense que cela créera une vague de fond à laquelle M. Poutine ne pourra pas résister. J'ai vu des reportages en Europe affirmant que chaque fois que la Russie frappe durement l'Ukraine avec ses drones, les commentaires disent souvent « Oh, cela mettrait Trump en colère. Poutine a peut-être fait une erreur. » C'est très étrange. Je veux dire, les Américains sont profondément impliqués dans tout cela. Les Américains continuent d'attaquer la Russie. Ils sont en guerre avec la Russie. Et pourtant, une frappe russe contre le proxy américain, ah non, on ne peut pas faire ça, car ça pourrait fâcher M. Trump. C'est très étrange que ce soit perçu ainsi. Il semble que nous soyons très proches d'une guerre directe possible, et on dirait que le premier objectif de la Russie devrait être de s'assurer qu'elle plaise à Trump. Je me demande simplement si les Russes voient la même chose, que Poutine n'est pas seulement prudent et engagé dans une guerre d'usure, mais qu'il est aussi trop préoccupé par ce que Trump pourrait penser de lui. Parce que Trump joue à ses petits jeux de toute façon. Voyant de quel côté on se pliera le plus à sa volonté, et celui qui se plie le plus, il dirigera ensuite sa colère dans l'autre direction. De cette manière, il amène tout le monde à, vous savez, danser selon sa musique. Mais voyez-vous cela comme un problème majeur? Ou est-ce simplement que toute cette guerre d'usure devient un peu grotesque? Parce qu'en menant une guerre d'usure où deux camps se font face et s'épuisent mutuellement, cela provoque non seulement d'énormes pertes en Ukraine, mais aussi une augmentation des pertes en Russie. Je veux dire, cela ne peut pas être populaire. Beaucoup de jeunes hommes prometteurs ont disparu. Alors comment? Je ne sais pas. Je comprends pourquoi la guerre d'usure peut sembler très sombre à beaucoup de Russes. Mais est-ce que c'est lequel de ces éléments,
Est-ce simplement une aversion pour cette guerre d'usure qui dure depuis 4 ans, ou est-ce plutôt la question de commencer à trop s'incliner devant Trump comme les Européens? Ou comment voyez-vous cela? Comme je l'ai dit, le principal déclencheur ici est le changement de mentalité parmi les analystes sérieux et la classe politique qui participe à ces émissions de débat. Ils commencent à percevoir la vulnérabilité de la Russie et à comprendre qu'elle s'expose au même type d'attaques que celles que les États-Unis ont menées contre l'Iran. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens, des gens basés à Téhéran, qui disent « Oh, ce n'est pas si grave, nous avons simplement frappé une station de télévision. » Écoutez, je ne suis pas un expert militaire, mais je respecte certainement les experts militaires russes qui n'ont aucune raison de donner une version biaisée. Il n'y a aucun avantage à en tirer. Et lorsque l'un des plus responsables d'entre eux est apparu dans 60 minutes, il y a 2 ou 3 jours, le visage livide, il a dit « Les Iraniens ont perdu la guerre. » Et il a expliqué pourquoi, comment tout se dégrade là-bas. Tôt ou tard, beaucoup de ces stocks de missiles seront épuisés. Et il a dit « Je ne cherche pas à défendre Trump, je vous dis simplement les choses telles qu'elles sont. » Maintenant, avant que nos téléspectateurs ne se découragent trop, laissez-moi expliquer. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions générales auxquelles il est parvenu. Oui, d'un point de vue militaire, bien sûr, l'Iran a perdu la guerre. Et de la même manière, si l'on veut inverser la perspective, d'un point de vue militaire, la Russie a gagné la guerre. Et qu'est-ce que cela apporte? Nous savons qu'ils n'en tirent pas grand-chose en Russie en ce moment, et les États-Unis n'en tireront pas beaucoup non plus d'une victoire militaire si les Iraniens persistent avec ce qui constitue leur atout gagnant, la guerre économique et politique. Par là, je veux dire la fermeture du détroit d'Ormuz, coupant l'Europe et d'autres grands importateurs de gaz naturel et de pétrole d'environ 20% des approvisionnements mondiaux. Nous avons déjà vu comment en Europe le prix du gaz naturel a explosé. Et justement au moment où l'Europe devrait acheter pour la prochaine saison, tout le monde a peur de le faire parce que les prix sont incontrôlables. Ce n'est que le début. Nous n'en sommes qu'à quelques jours de l'arrêt de la production et des exportations du Qatar. Et pour le pétrole, c'est la même histoire. Les Iraniens comptent sur la défaite politique de Trump, et je pense qu'ils tiennent là quelque chose de très sérieux. Dans son discours sur l'état de la nation, Trump s'est vanté que le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis était tombé à 2 $, voire moins, le gallon. Eh bien, je pense qu'il est aujourd'hui d'environ 3,50 $ et qu'il va grimper vers 5 ou 6 $ en l'espace de quelques semaines. Même si les États-Unis sont autosuffisants à 85% ou 90% en pétrole, cela ne suffit pas. Les producteurs américains exporteront pour répondre à la demande à des prix beaucoup plus élevés, et il y aura des pénuries qui feront grimper les prix sur le marché intérieur. Ainsi, M. Trump va être politiquement dévasté lorsque ses propos d'il y a une semaine se révéleront insensés. Et les Américains sont très sensibles au prix de l'essence. C'est donc un aspect de la fermeture du détroit d'Ormuz. L'autre élément consiste à détruire les économies des États du Golfe qui ont accueilli toutes ces bases militaires américaines. L'attaque contre la raffinerie en Arabie Saoudite n'était pas massive. Ce n'était pas un missile hypersonique, juste quelques drones. Mais elle a fait son effet. Elle l'a mise hors service. Et c'est précisément pour des raisons comme celle-là que les Saoudiens ont accepté de rétablir leurs relations diplomatiques avec l'Iran. C'était il y a environ 1 an, peut-être 1 an et demi, sous la médiation de la Chine, parce qu'ils voulaient se retirer de la guerre civile au Yémen. Non, ça, c'est l'Arabie Saoudite. Ce n'est que le moindre des aspects. Nous parlons de ressources.
Moi, je regarde l'ensemble de l'économie là-bas. J'étais à Dubaï. Vous y êtes probablement allé aussi. I was in Dubai. You've probably been there also. And you know that 80% of all of the Et vous savez que 80% de toutes les affaires internationales, ce à quoi servent tous ces gratte-ciels de Dubaï, sont dirigés par des expatriés venus de divers horizons. Beaucoup de Britanniques, environ 130 000, ont fait une demande auprès de leur gouvernement pour se tirer de là. J'ai déjà traversé des périodes de changement comme celle-ci. En 1988, lors du grand crash en Russie, j'ai vu comment ces bouleversements soudains et très défavorables entraînaient des changements de politique spectaculaires au niveau des conseils d'administration des grandes entreprises. Avec ou sans raison, même si la reprise pouvait survenir en 2 ou 3 ans, les entreprises occidentales derrière tous ces beaux bureaux de Dubaï, d'Abu Dhabi et du reste, elles vont fermer. Les prix de tous ces appartements fabuleux à Dubaï s'effondreront en quelques semaines. Ils vont s'effondrer parce qu'ils sont littéralement construits sur du sable. Et c'est exactement le point que les Iraniens veulent démontrer. Ils vont les paralyser avec seulement quelques drones. Ils n'ont même pas besoin de se donner la peine d'utiliser leurs missiles hypersoniques. Les gens disaient « Oh, pourquoi appelles-tu cela du terrorisme ?» Les raids contre les hôtels, les immeubles de bureaux, etc. Tous visaient des agents de la CIA et d'autres militaires qui se trouvaient dans ces lieux. Baliverne. Cela tiendrait la route s'ils avaient réellement tué des gens. Il y a eu des vitres brisées et quelques incendies. Et déjà, 130 000 Britanniques fuient, se réfugiant dans les collines. C'est exactement cela le terrorisme, le changement de la psychologie du grand public. Ils ont réussi et ils recommenceront, et M. Trump sera fini. Oui, la condamnation de l'Iran est un peu intéressante, car les attaques qu'ils ont menées étaient assez contenues. Je veux dire, si l'on regarde ce que font les Américains, avec l'aide des États du Golfe, de manière indirecte, cela ressemble presque à un bombardement massif. Peut-être que c'est un peu exagéré de la part de Téhéran, mais tout de même, ce sont d'énormes bombes qu'ils larguent maintenant dans des zones habitées en plein centre-ville. Vous savez, l'Iran n'a encore rien fait de tel contre ses voisins. Il leur reste donc encore beaucoup de marge sur l'échelle de l'escalade. Mais je suis tout à fait d'accord. Ces royaumes du Golfe, le manque d'autochtones, le nombre de ressortissants étrangers, ce que cela implique pour les prix de l'immobilier, la dépendance au pétrole et à l'énergie, tout cela compte. Je veux dire, tout cela peut être arrêté rapidement, comme ça l'a été. Donc, si cette situation se prolonge, il va y avoir un bouleversement massif là-bas. Autrement dit, les alliés les plus proches des États-Unis dans la région vont s'éloigner, se désagréger. Et encore une fois, les répercussions sont difficiles à prévoir. Mais pour ce qui est, juste comme dernière question, du soutien possible, direct ou indirect, de la Russie à l'Iran, que pensez-vous que les Russes font actuellement pour les Iraniens? Parce que le soutien des Chinois et des Russes semble tiède, ou du moins prudent. Je suppose qu'ils fournissent des renseignements, probablement des systèmes de défense aérienne et d'autres armes. Mais maintenant que la guerre s'étend aussi, j'ai vu qu'un drone prétendument iranien avait frappé l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Il y a eu des discussions au sujet d'un missile se dirigeant vers la Turquie qui aurait été intercepté. Encore une fois, je ne suis pas sûr de ce qui est réel ou si cela vise simplement à élargir la situation de coalition. Mais comment voyez-vous la possibilité d'impliquer davantage la Russie? Bien sûr, ils ne combattraient pas les Américains, mais maintenant que les Américains vont utiliser les Kurdes, les Russes pourraient-ils faire ce qu'ils ont fait pour la Syrie en 2015 et aider à éliminer les supplétifs américains, au moins? C'est juste que ce qui est le plus effrayant dans cette guerre, c'est le nombre de zones dans lesquelles elle pourrait s'étendre. Non seulement en ce qui concerne la manière dont la Russie combattrait l'Ukraine et l'OTAN,
à partir de maintenant, mais aussi la façon dont elle pourrait être entraînée au Moyen-Orient. This is bringing up another important dimension of the shock. Cela soulève une autre dimension importante, le choc que l'attaque américaine contre l'Iran a provoqué au sein de l'établissement de la politique étrangère en Russie. Ils perçoivent la faiblesse de l'Iran et son incapacité à conclure le pacte de défense mutuelle avec la Russie que les Russes souhaitaient depuis l'automne 1925. Les Russes le voulaient, mais les Iraniens non. Ainsi, une chose peut être écartée de l'équation. Il n'existe aucun sentiment de culpabilité ni d'embarras au sein de l'établissement russe de la politique étrangère quant à leur échec à fournir une aide matérielle à l'Iran jusqu'à présent, ni quant à leur réticence à le faire à l'avenir. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'ils voient en l'Iran exactement leurs propres problèmes. Because they see in Iran exactly their own problem. That's why this is such a terrible. C'est pourquoi cela constitue une terrible illustration de ce qui ne va pas dans la manière dont la Russie est gouvernée, et dont elle l'a été, à certains égards, très limitée certes, mais aujourd'hui d'une importance cruciale par Vladimir Poutine. Autrement dit, la tolérance de longue date envers les zapadniki, les occidentalistes, les libéraux avec un grand L, dont deux du point de vue des Russes patriotes, continue d'étrangler la Russie et de la freiner dans la guerre, à savoir Nabiullina, une libérale avec un grand L à la tête de la Banque d'État, et le ministre de l'Économie. Ce sont des libéraux. Et quel est le problème avec l'Iran? Les libéraux. Il y a deux ans et demi, l'Iran avait un premier ministre favorable à la Russie, Raïssi. Et il a eu un malheureux accident d'hélicoptère. Ce n'était pas un malheureux accident d'hélicoptère. C'était un assassinat du Mossad et du MI6. Un homme qui était prêt à conclure un pacte avec la Russie a été écarté. À sa place est finalement venu Bezashvili, un maillon faible, soyons clairs, et un zapadnik, un homme bien plus intéressé par un accord avec les États-Unis et la levée des sanctions que par la formation d'un pacte de défense avec les Russes ou la résistance à une nouvelle agression américaine contre son pays. Il y a eu trop d'Iraniens sympathisants des États-Unis et hostiles à la Russie pour faire ce qui était nécessaire, à savoir un pacte de défense avec la Russie. Il n'a pas été conclu en décembre, donc les Russes ne doivent rien aux Iraniens. Ils gardent aussi un long souvenir de la manière dont l'Iran a écrasé son parti communiste. Personne n'oublie. Toi et moi, nous n'en savions peut-être rien, mais je t'assure que les Russes, eux, sont au courant. Et cela ne les rend pas particulièrement sympathiques envers l'Iran. Le fait que l'Iran ait refusé de conclure un pacte de défense mutuelle a scellé la relation. Beaucoup d'entre nous attendaient, et je ne dirais pas que je n'en faisais pas partie, en espérant avec un certain optimisme que les Russes interviendraient. Non, ils ne l'ont pas fait, et ils avaient de bonnes raisons de ne pas le faire. Quant aux Chinois, je n'en sais rien. C'est une autre histoire. Ce sont eux les plus concernés. 15% de leurs approvisionnements en pétrole provenaient d'Iran. Et qu'ont-ils fait? Où étaient donc ces formidables exercices militaires en mer? Vous vous en souvenez? Tous mes collègues militaires aux États-Unis en parlaient. Ah oui, cette histoire avec l'Iran, la Chine et la Russie, leurs navires tenant tête à l'armada américaine. Est-ce que cela a eu lieu? Non. Je ne sais pas où tous ces navires sont passés, mais il ne s'est rien produit. Les Russes ont donc un fort sentiment d'avoir été trompés ou désillusionnés par la Chine. Ils n'ont aucun regret à propos de l'Iran, car l'Iran ne voulait pas être aidé. Mais ils sont sous le choc de ce que tout cela signifie pour eux-mêmes et pour la manière dont leur pays est gouverné. Eh bien, je me demande si une partie de la pression qui pourrait s'exercer sur Poutine
ne va pas le forcer à changer un peu de cap. Car maintenant que nous voyons que les lignes de front ukrainiennes se sont affaiblies, une grande partie de la ligne défensive se trouve désormais derrière les Russes. Et encore une fois, le temps se réchauffe et il y a beaucoup de discussions sur une vaste offensive de printemps à venir. Je me demande dans quelle mesure cette pression sur Poutine pour intensifier la guerre en Ukraine de manière significative pourrait réellement se concrétiser. Non pas comme une façon d'abandonner sa position, mais au moins pour montrer que la guerre d'usure n'est pas éternelle. C'est ce qui ouvre désormais la possibilité de s'orienter davantage vers la guerre de manœuvre, ou en somme d'escalader de manière significative, en partie pour satisfaire certaines des personnes qui résistent. Mais cela reste à voir. Comme je le disais pour notre adversaire, la Russie, ce n'est pas le message qu'il faut envoyer, à savoir que nous ne respectons pas leur dissuasion. Parce que si vous voulez que nous respections votre dissuasion, il vaut mieux que vous escaladiez de manière importante. Je pense que nous en sommes également arrivés à ce point. Donc, oui, des temps malheureux, je suppose, des temps difficiles à venir. Mais merci beaucoup. Avez-vous une dernière réflexion avant que nous concluions? Non, j'aimerais que tu ne sois pas aussi pessimiste. Comme je l'ai dit à propos de l'Iran, la situation n'a pas l'air aussi mauvaise que les gens le pensent. En ce qui concerne M. Trump, je trouve que cela semble très mauvais. Je ne vois pas comment il pourrait survivre aux élections de novembre, auquel cas il sera politiquement neutralisé. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, car avec l'hubris que nous avons observé après la capture de Maduro, il a vraiment besoin d'être contenu. Donc les choses pourraient être pires. Je pense que d'une manière ou d'une autre, la Russie va renforcer sa résistance aux provocations occidentales. J'espère simplement que M. Poutine le fera de son plein gré. Eh bien, c'est un problème. Une dernière réflexion. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est placer de grandes puissances dans une position stratégique où tout se joue, où elles risquent tout et ont le sentiment d'avoir le dos au mur. Et je vois presque toutes ces puissances aujourd'hui dans cette situation. Comme vous l'avez dit, Trump a beaucoup à craindre maintenant. Si cette guerre ne se passe pas bien, il est difficile d'imaginer qu'il y survive politiquement. Les États-Unis, en tant que nation, pourraient voir toute leur crédibilité en tant que grande puissance, avec des ressources apparemment infinies, mises en jeu. Ils doivent donc gagner. L'Iran mène également une guerre existentielle. Il n'a rien à gagner et tout à perdre. Donc il devrait riposter et se battre avec toutes ses forces. Et bien sûr, la Russie considère elle aussi cela comme une menace existentielle désormais. Vous savez, il pourrait craindre une frappe de décapitation américaine. Tout le monde se retrouve dans une situation où c'est essentiellement tout ou rien. Et maintenant, c'est le moment, soit de l'ennemi, soit de se vaincre soi-même. C'est une position terriblement, extrêmement dangereuse. Mais non, il est très difficile d'être optimiste. Cela dit, j'apprécie, non pas l'optimisme, mais votre analyse franche. Alors merci. Eh bien, merci de m'avoir écouté.